Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitza, Daf Tet Amoud Aleph 9a. Dans la dernière ligne de 8b, on avait le début de l'enseignement de Rabba en ce qui concerne quelqu'un qui a fait la shrita, il a abattu rituellement une bête sauvage ou une volaille la veille de Yom Tov. Et donc, comme la Torah dit que lorsqu'on fait l'abattage d'une bête sauvage ou d'une volaille, il faut recouvrir le sang avec de la terre. Et lui, il n'a pas recouvert le sang la veille de Yom Tov lorsqu'il a fait la shrita. Eh bien, lorsque ça arrive Yom Tov, il n'a plus le droit de recouvrir le sang avec la terre. Vu qu'il a fait l'abattage avant Yom Tov, il fallait recouvrir aussi avant Yom Tov. Pendant Yom Tov, on ne va pas lui permettre de recouvrir ce sang. Et comme Rashi nous avait dit, malgré le fait qu'on pourrait dire « Ah, ça va lui manquer la simchat Yom Tov, la joie de Yom Tov qui se fait avec de la viande », eh bien, il n'y a pas de souci. Pourquoi ? Parce que lorsque quelqu'un il a fait l'abattage d'un animal qui doit recouvrir le sang et il n'a pas recouvert le sang, on a quand même le droit de manger cette viande. Donc, il aura le droit de manger la viande de cette volaille ou de cette bête sauvage pendant Yom Tov, malgré le fait qu'il n'a pas le droit de recouvrir le sang de cette volaille ou de cette bête sauvage. Suite à cela, dans 9a, Rabba continue à nous dire Gilgel Issa Me'erev Yom Tov. Par contre, si quelqu'un il a pétri une pâte avant Yom Tov, et on sait que lorsque quelqu'un il pétrit une pâte d'un volume de 42 œufs et quelques, il doit prélever ce qu'on appelle la chala, donc un morceau de pâte qui doit être donné au Kohen. Et après ça, une fois qu'il a prélevé ce morceau-là, il a le droit de manger du reste de la pâte. Alors, il faut toujours prélever la chala en semaine, et de même si quelqu'un il a pétri pendant Yom Tov, il doit prélever la chala pendant Yom Tov. Mais ici, on parle d'un cas qu'il a pétri la veille de Yom Tov. Et maintenant, Yom Tov est déjà là, et il n'a pas encore prélevé la chala. Eh bien, mafrish fimen la chala tabe Yom Tov. Il peut en prélever la chala, donc la chala c'est le morceau de pâte qu'on va donner au Kohen. Il peut prélever cette chala pendant Yom Tov. Et comme Rashi nous explique quel est le chidouche, quelle est la nouveauté, qu'est-ce que Rabba vient nous enseigner en disant ça. Rashi, en haut à droite, Gilgel Issa Merev Yom Tov, Mafrish Mena Chalata Be Yom Tov. Fadgav dit quand même bien qu'on va enseigner dans une Mishnah plus loin que Eil ou El Mishum Shvut, voici les choses qui sont interdites d'ordre rabbinique. Parmi les choses qui sont interdites, il y a El Magbim, Trumot ou Masot Be Yom Tov, qu'on n'a pas le droit de prélever la terouma et le maaser, donc les dîmes, ce qui doit être donné au Kohen, ce qui doit être donné au Lévi, etc. On n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov, car en effet, pendant Yom Tov, comme d'ailleurs pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire les 39 travaux que la Torah a dit qui sont interdits de faire. Parmi les 39 travaux, il y a le makebe patish, celui qui frappe avec un marteau, c'est-à-dire le dernier coup de marteau qui fait que la chose va être entière. Et dans ce makebe patish, il y a l'interdiction de metaken, d'arranger quelque chose. Alors, ces choses-là, ces produits agricoles qu'on a besoin de prélever, la terouma, le maaser, donc les dîmes qui correspondent donc à ces produits agricoles, si on ne l'a pas fait, on ne peut pas manger de ces produits agricoles. Et lorsqu'on prélève, on les met taken. On est en train de les arranger. C'est la raison pour laquelle que pendant Shabbat et Yom Tov, en l'occurrence on parle de Yom Tov, on n'a pas le droit donc de prélever la trouma et le maaser, parce qu'on va être metaken, on va arranger cette nourriture. Donc vehanami. Et ça aussi, cette chala, on a une pâte ici. Dans cette pâte-là, il y a un morceau, donc le morceau de chala qui doit être prélevé et être mis de côté pour être donné au Kohen. Donc cette chala ou cette pâte aussi, qui trouma dagan, ressemble à la dîme des produits agricoles de céréales. Littéralement, damia, ça ressemble chez Ayach, la friche amerev Yom Tov, qu'il aurait pu le faire la veille de Yom Tov. Afilo achi, malgré cela, ma fiche, il peut oui prélever la chala de cette pâte. Pourquoi? Chez le gazou al troumatissa, les sages n'ont pas décrété une interdiction sur la dîme de la pâte, c'est-à-dire cette chala donc elle va être prélevée. Pourquoi? Parce que tu as le droit même de pétrir pendant Yom Tov, ou la fota et de le faire cuire pendant Yom Tov, que de l'air, le pat chama. Quelqu'un il dit, je ne veux pas cuire mon pain la veille de Yom Tov, parce que je veux avoir du pain chaud pendant Yom Tov. C'est la raison pour laquelle il n'est pas obligé de pétrir la chala avant Yom Tov, de faire cuire sa chala avant Yom Tov. Il peut pétrir la chala pendant Yom Tov, il peut faire cuire la chala pendant Yom Tov pour avoir du pain chaud, du pain qui est bon. Donc, quand il va pétrir pendant Yom Tov, il aura le droit aussi de prélever la chala. Donc, vu que s'il va pétrir pendant Yom Tov, il aura le droit de pétrir la chala, c'est la raison pour laquelle, que même s'il a pétri avant Yom Tov, il n'a pas encore prélevé la chala, il pourra prélever pendant Yom Tov. Ça, c'est ce que Rabba nous a enseigné. La Gemara nous dit qu'il y a une deuxième opinion en ce qui concerne donc le deuxième enseignement de Rabba. Le premier, c'était en ce qui concerne donc le sang qui n'a pas été recouvert la veille de Yom Tov. Le deuxième enseignement de Rabba, c'est la pâte qui n'a pas été prélevée avant Yom Tov.
en ce qui concerne ce deuxième enseignement. Avou a dit Shmuel Amar, le père de Shmuel, il dit, il n'y a pas son nom, on dit ici le père de Shmuel, qui dit qu'Afilu Gilgal Issa Me'er Yom Tov, même dans le cas où on a pétri une pâte avant Yom Tov, En Mafrish Ben Achalata Be Yom Tov, on n'a pas le droit de prélever la chala pendant qu'il dit Afilu, quand il dit Afilu même, ça veut dire de la même manière qu'on a dit avant en ce qui concerne donc le sang qui n'a pas été recouvert la veille de Yom Tov, on ne peut pas le couvrir pendant Yom Tov, eh bien Afilu Gilgal Issa, même dans un cas où c'était aussi la pâte qu'il a pétrie la veille de Yom Tov, eh bien, il n'a pas le droit de prendre la chala pendant Yom Tov, comme Rashi nous dit le raisonnement. C'est vrai que les sages, ils permettent de prélever la chala de la pâte, mais uniquement celle, uniquement la pâte qui a été pétrie pendant Yom Tov. Celle-là, tu as le droit de prélever la chala pendant Yom Tov. Avalzo, mais celle-ci, cette pâte qui a été pétrie la veille de Yom Tov, il aurait dû la prélever déjà la veille du Yom Tov, comme les lois de la dîme des céréales et des fruits qui doivent être prélevés avant Yom Tov. De la même manière aussi, cette chala doit être prélevée avant Yom Tov. Maintenant, la Gemara dit, tiens, Lema, disons, que Pligadi Shmuel a des avoirs, que Shmuel est en désaccord avec son père. Voyons ce que Shmuel a dit, et après on va voir le fond des paroles de Shmuel, et on va voir qu'a priori ils sont contradictoires à ce que son père vient de nous dire. Shmuel il a dit, Chalat Chutzala Haaretz, en ce qui concerne la mitzvah de Chala, telle qu'elle s'applique en dehors de la terre d'Israël. Ochel ve'oler, il peut pétrir de la pâte, la mettre au four, la faire cuire, et il peut manger de ce pain-là en continuant, en avançant, et après, il laisse juste un petit morceau, et ce dernier morceau-là, donc il sera en tant que prélevé pour la chala. Expliquons doucement avec le Rashi. Chalat, chutz la'aretz. Donc chala, Rashi nous dit, c'est tourtil, c'est un mot français. Chala shemirim mina isa, donc la chala qu'on prélève de la pâte. Mais chez Mechutz la'aretz, il s'agit donc on est en diaspora en Eretz Israël. C'est quoi la différence si c'est en Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël? Eh bien, quand on est en dehors d'Eretz Israël, oil ve'ina mina Torah, elle ne s'applique pas d'ordre biblique, c'est uniquement d'ordre rabbinique. Des kaimalan bekiddushin, comme on établit dans le traité Kiddushin, qu'on dit là-bas que kol mitzvah tluya beperot agdelim ba'aretz, que toute mitzvah qui dépend des fruits qui grandissent de la terre est noeg la ba'aretz. Ça s'applique uniquement en Eretz Israël et non pas en dehors d'Eretz Israël. Donc, Rashi nous a dit en première étape déjà que la chala qui est prélevée de la pâte en dehors d'Eretz Israël, c'est d'ordre biblique. Ochel ve'oler, Rashi dit que la pâte, il peut manger toute la pâte, tout le pain. Quand on dit tout, c'est pas tout entièrement. Mais shayer, kedechala, il laisse à la fin d'avoir, il a mangé, tout ce qu'il a, tout ce pain, et il laisse la quantité qu'il faut prélever pour la chala. Donc on va frisha bacharona, quand est-ce qu'il va la prélever? Après avoir mangé. Alma. Donc qu'est-ce qu'on en déduit de là? Quel est le fond des paroles de Shmuel lorsqu'il parle de la chala qui est en dehors d'Eretz Israël? On voit que afrashat hashel tzarechi. Ce prélèvement n'est pas un prélèvement qui est nécessaire, obligatoire. C'est chalat chutz la'aretz. V'lo avia afrasha. C'est pas considéré un vrai prélèvement. Donc d'après ça, va mafrish be Yom Tov, d'après l'enseignement de Shmuel, quelqu'un qui prélèverait de la chala pendant Yom Tov, vu que c'est pas un vrai prélèvement, et ne metaken, c'est pas quelqu'un qui est en train d'arranger quelque chose, de l'itzar, que s'il serait metaken, s'il serait en train d'arranger quelque chose, on aurait interdit, kishar hagbat tuma, comme les autres prélèvements de type de gazur baraban que les sages ont décrété, parce qu'on a l'impression qu'il est metaken, on a l'impression qu'il est en train d'arranger quelque chose, c'est pour ça que les sages ils ont interdit, parce qu'on a dit tout à l'heure c'est makebepati, donc ce qui dérive de ça c'est metaken, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est nire metaken, c'est pas juste, pas ça metaken, c'est nire metaken, on a l'impression qu'il est metaken, qu'il est en train d'arranger quelque chose. Donc, les sages ne devraient pas décréter, ils n'ont pas décrété sur la chala de chutz la'aretz, c'est ce que Shmuel est en train de nous dire de manière indirecte. C'est-à-dire, encore une fois, Shmuel nous dit que la chala de chutz la'aretz, on a le droit de manger toute la pâte et on laisse à la fin la chala. Donc, en d'autres mots, tu n'es pas bloqué de manger tout ce pain-là tant que tu n'as pas prélevé la chala. Si tu n'es pas bloqué de manger ce pain tant que tu n'as pas prélever la chala, c'est que cette chala-là n'est pas obligatoire. C'est une chala qui est chutz la'aretz. C'est pour ça que tu peux manger tout, juste tu laisses après à la fin. Mais cette afracha, c'est pas une vraie afracha. Alors maintenant, si on voit dans le fond, on voit derrière ce que Shmuel il a dit,
En d'autres mots, si tu demandes à Shmuel, est-ce que tu as le droit de prélever cette challah de Chutz Haaretz pendant Yom Tov, qu'est-ce qu'il va te répondre Shmuel? Shmuel va te dire oui, parce que de toute façon, cette challah-là, elle n'a pas d'importance. Tu n'es pas en train d'être métak, tu n'es pas en train d'arranger ici. Elle n'a pas de façon, c'est uniquement d'ordre rabbinique. Tu n'es pas en train d'arranger cette pâte-là, tu as le droit de manger cette pâte, même si tu n'as pas encore prélevé la challah. Si on dit ça, ça contredit ce que le père de Shmuel il a dit, parce que le père de Shmuel il a dit que quand ça arrive Yom Tov, j'ai une pâte qui n'a pas été prélevée, je n'ai pas le droit de prélever cette pâte. Et le père de Shmuel n'a pas fait de différence. Si on est en Eretz Israël, si on est en Chutz La'aretz, a priori, le père de Shmuel, il parle de partout dans le monde, soit en Eretz Israël, soit même en Chutz La'aretz. Aussi, tu n'as pas le droit de manger cette pâte-là tant que la challah n'a pas été prélevée. La preuve, c'est que lui, il dit que tu n'as pas le droit de prélever cette challah pendant Yom Tov. Si tu n'as pas le droit de prélever cette challah pendant Yom Tov, ça veut dire que quand tu vas la prélever, tu es métak, tu es en train d'arranger que dorénavant, on peut manger cette pâte-là. Et sans ça, on ne peut pas la manger. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'être métak, d'arranger cette pâte-là pendant Yom Tov. Donc a priori, Shmuel contredit l'enseignement de son père. La Gemara répond à Rava. Rava, il a dit, quand même, Milomod de Shmuel, Shimkara ale Hashem Shasur ale Zarim. Est-ce que Shmuel n'est pas d'accord que si on a désigné un morceau de pâte pour être la challah, même en dehors d'Eretz Israël, qu'elle devient interdite maintenant aux étrangers, à ceux qui ne sont pas kohanim, ça devient comme la Touma. Donc bien qu'en dehors d'Eretz Israël, c'est vrai que c'est pas nécessaire de prélever la challah avant de manger le pain, puisque on peut tout manger et laisser juste comme ça un morceau à la fin. Mais si quelqu'un, il a prélevé ce morceau-là, par ce morceau-là, il devient interdit comme de la terouma. Donc il ressemble à la terouma qu'on a prélevée. Vu que la terouma, une fois que tu l'as prélevée, elle appartient au Kohen. Cette dîme-là, elle appartient au Kohen. Le Masot, c'est des fois c'est au Lévi ou d'autres. Mais en tous les cas, donc il y a ici, tu as changé de statut. Ce morceau de pain, donc cette challah que tu as pris, tu l'as changé de statut, ça ressemble à prélever de la challah, même d'après Shmuel, parce que Shmuel va te dire, ce morceau de pain que tu as pris, maintenant tu ne peux plus l'utiliser toi qui es étranger, tu dois le donner à quelqu'un qui est Kohen. En tous les cas, c'est quoi, il ne peut pas le manger parce qu'il est dans un état d'impureté, ce qui est le cas de nos jours, tant qu'on est en exil, que Mashiach n'est pas encore arrivé. Mais en tous les cas, un zar, un étranger, ne veut pas la manger. Rashi nous dit, le mode de Shmuel, Shmuel ne serait pas d'accord. Ah, c'est vrai qu'il n'a pas besoin, c'est pas obligatoire de la prélever. Mais Shmuel est bien d'accord, Shim Kara le Hashem, que si il a appelé un nom dessus, c'est-à-dire qu'il a désigné un morceau en disant Arezo Chala, ça c'est de la Chala, chez Chala le Hashem Chala. Le statut de Chala s'applique sur ce morceau de pâte. Ve'asur alezarim, ça devient interdit aux étrangers, à ceux qui ne sont pas Kohen. Alma, donc on voit que même d'après Shmuel, Shem Turuma Alea, il y a le nom, il y a le statut de Turuma qui va sur cette pâte, sur cette challah qui a été prélevée. Si ça a été prélevé. Donc, ve'ita bichlal, donc dans ces cas-là, si ça change de statut et ça rentre maintenant dans la Turumat Issa, donc il rentre dans les Turumot, dans les dîmes qui sont donnés au Kohen, alors ça rentre dans ce que la Mishnah dit, que Magbin, Turumot ou Masot be Yom Tov, qu'on n'a pas le droit de prélever la Turuma et Maaser pendant Yom Tov. Donc, l'enseignement de Shmuel est d'accord avec l'enseignement de son père. Shmuel, si tu lui demandes, est-ce que j'ai le droit de prélever de la pâte pendant Yom Tov, sur une pâte qui a été pétrie la veille de Yom Tov, eh bien, Shmuel te dira non, c'est interdit, parce qu'elle magbim, touma, touma, be Yom Tov, on n'a pas le droit de prélever la touma, le maaser pendant Yom Tov, et même si en Chutz La'aretz, donc c'est pas la même nécessité, c'est uniquement d'ordre rabbinique, mais le fait que tu as prélevé cette challah, ça va lui donner donc un nom de terouma, donc ça rentre dans ce que la Mishnah dit, qu'on n'a pas le droit de prélever la terouma et le maaser pendant Yom Tov, même si ça n'a pas le même effet donc, de touma et maaser qui sont sur les produits agricoles. Matnitin, enfin une nouvelle Mishnah. Bet Shammai Yomrim. Encore un autre désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel. Cette fois-ci, on aura un Bet Shammai qui reprend ses habitudes, que Bet Shammai il est strict et Bet Hillel il est indulgent, contrairement aux trois exceptions qu'on avait vues dans la première Mishnah dans Daf Bet Amud Aleph, que Bet Shammai là-bas était indulgent et Bet Hillel était strict. Alors, Bet Shammai Omrim. Bet Shammai dit, pendant Yom Tov, en molichim et asula mishavach le shavach. Il est interdit de transporter une échelle d'un pigeonnier à un autre pigeonnier pendant Yom Tov. Un pigeonnier, c'est un endroit dans lequel se trouvent des pigeons, se trouvent des colons, se trouvent des oiseaux. Donc il y a un bâton. Sur ce bâton-là, il y a plusieurs casiers. Dans ces casiers-là, il y a plusieurs petites fenêtres, il y a des ouvertures. Dans chacun de ces casiers-là, il y a des pigeons, un pigeon, ils sont ensemble, donc des familles, des nids d'oiseaux qui se trouvent là-bas, et il y a des ouvertures dans chacun de ces casiers. Imaginons donc, par exemple, plein de boîtes aux lettres comme ça, des boîtes aux lettres bien carrées, et comme ça, il y a un bâton juste qui sont en l'air, donc c'est un pigeonnier.
Et il y a une échelle à pigeon, une échelle de pigeonnier, c'est une échelle donc qui est assez fine, raide, sur laquelle donc on monte. Il y a des échelles qui existent aussi aujourd'hui, ça a l'air en tout cas des échelles qui existent aujourd'hui, contrairement à d'autres échelles qui ne sont pas des échelles de pigeonnier, qui sont des échelles qui étaient à l'époque, qui sont plutôt en style d'escalier dans lequel on peut se poser comme ça sur chacun d'eux et qui sont assez lourds. Ça, c'est des échelles comme ça de pigeonnier. Donc on n'a pas le droit de prendre cette échelle-là et le prendre d'un pigeonnier à un autre pigeonnier. Ça, c'est l'opinion de Beth Shammai. Aval, mais Beth Shammai est d'accord quand même que Matteo Mechalon Lechalon, on peut, dans le même pigeonnier même, l'incliner de l'ouverture d'un casier à l'ouverture d'un autre casier, tant qu'on est dans le même pigeonnier. Rashi, En Molichin et Asulam, on n'a pas le droit donc de déplacer, de transporter une échelle d'un pigeonnier à l'autre, Kasalka Datar, ce qui nous montre à l'esprit maintenant, comme on comprend que Sulam Ameyuchadakar, on parle d'une échelle qui est destinée particulièrement pour le pigeonnier. Venikar chez Oshel Shovar, c'est reconnaissable que c'est une échelle particulière qui est celle d'un pigeonnier. Vetama de Bet Shammai, la raison de Bet Shammai pourquoi c'est interdit, le Bach il met le mot de Asre qu'on va voir dans la suite, il le met maintenant. Vetama de Bet Shammai de Asre, mais Faresh Bigmar, la raison de Bet Shammai qu'ils interdisent, ça sera expliqué dans la Gemara. Et Rashi nous rajoute, Ve'afal Pishuba Lital Gozalot et Simchat Yom Tov, il vient prendre ici des petits oiseaux, des pigeons. Il y en a qui disent qu'il s'agit ici donc de très petits oiseaux qui ne peuvent pas encore s'envoler, qu'il n'y a pas le problème de tseida, de chasser pendant Yom Tov, bien qu'il vient les prendre ici donc pour la joie de Yom Tov, eh bien, quand même, c'est interdit d'après Bet Shammai. Par contre, Mechalon Lechalon, fait passer l'échelle d'un endroit à l'autre, d'une fenêtre dans le même pigeonnier, Be'oto Shovach Atzmo, dans le même pigeonnier, chez Kender Shovach, Rachid nous explique, car en effet, c'est comme ça l'habitude, donc dans les pigeonniers, il y a plusieurs cloisons. Il y a un nid, donc j'ai appelé ça un casier, pour chaque coupe pour les oiseaux qu'il y a là-bas. Et dans chacun des nids, chacun des casiers, il y a une fenêtre, il y a une ouverture. Donc il peut faire passer dans le même pigeonnier l'échelle d'une ouverture à une autre ouverture. Et on conclut la Mishnah au Batil el Matir. Batil ils autorisent même le transport de l'échelle d'un pigeonnier à l'autre pigeonnier. Gemara. Ah, Rav Chanan Barami, il vient expliquer le désaccord qu'il y a entre Bet Shammai et Bet Hillel en nous disant que Machloket Birshut Aramim, le différent ne porte que sur le cas de celui qui transporte une échelle dans le domaine public, où il pourrait être observé par les gens qui vont le voir. Et quand ils vont le voir, Bet Shammai savent et Bet Shammai disent, quelqu'un il va voir, quelqu'un avec une échelle dans la main, ils ne vont pas dire échelle de pigeonnier, échelle de ci ou ça, ils vont dire, ah, mais à ceux qui voient, il dit la tir, gago, tsarich. Ils vont dire, tiens, cette personne-là, il a besoin d'enduire son toit. En effet, à l'époque, ils avaient des toits donc, qui étaient plats, et pour drainer les eaux de pluie, on les couvrait d'une couche d'enduit en pente vers les côtés, comme Rashi nous dit. Aroé, celui qui va voir, l'observateur, Shumolicho, il voit qu'il est en train de l'amener d'un endroit à l'autre. Oh, mais il dit, la tiar gago tzarech, il dit, il veut enduire son toit. Vareum osem lacha Yom Tov, il est en train de faire un travail pendant Yom Tov. Rashi traduit le mot lehatiach. Car à l'époque, ils enduisaient leur toit bétit avec du ciment. Les fichelo ayubeshupaim, parce qu'ils n'étaient pas donc en pente. Les toits n'étaient pas en pente. Et la suin kiminti katalia, ils étaient faits plutôt comme un toit d'un étage. Où on s'en servait. Les gens se servaient donc de leur étage comme une terrasse, en tout cas, donc au-dessus de leur maison. Il y avait tout un plafond qui est plat, donc ils allaient au-dessus, ils marchaient là-bas, ils faisaient des choses. Les firas, c'est la raison pour laquelle que Tachin Otan, qui les enduisait, ou Meshapin Atiach Letzadak Talim, et ils recouvraient donc une couche d'enduit en pente vers les côtés, donc le Tzadak chez Yazou, même pour drainer les eaux de pluie, pour que ça va couler, pour que ça ne va pas rester là-bas. Donc comme ça, ils mettaient un peu d'enduit. Donc, en tous les cas, celui qui voit ça pendant Yom Tov, il dit tiens, il va aller enduire son toit pendant Yom Tov, alors que c'est interdit de faire la construction pendant Yom Tov, ça rentre dans l'interdiction de construire pendant Yom Tov. C'est la raison pour laquelle, que Bet Shammai ils disent t'as pas le droit de prendre ton échelle d'un pigeonnier à un autre pigeonnier, celui qui va te voir, il va dire tiens, celui-là, il n'est pas travaillé pendant Yom Tov. Ou Bet Hillel, par contre, Bet Hillel le savent et il pense que Shovach Mochiach Alav, il dit son pigeonnier. Alors quand on dit son pigeonnier, Rachel nous dit c'est pas le pigeonnier, c'est l'échelle pigeonnière, c'est une échelle particulière de pigeonnier. Rachel nous dit d'après Bethil, le Shovach Shel Sulam, l'échelle qui est de pigeonnier, Mochiach, elle prouve chez Nikar, c'est remarquable chez Shel Shovach, qui est donc d'un pigeonnier. C'est la raison pour laquelle donc c'est permis de prendre une échelle d'un pigeonnier à un autre pigeonnier.
Donc, en tous les cas, on est toujours en train c'est Rav Hanan Barami qui est en train de parler, qui est en train de dire que le désaccord Bet Shammai et Bet Hillel est dans le domaine public, parce que dans le domaine public, on a peur des observateurs, on a peur du marit aïn, comment les gens ils vont voir les choses. Aval Birshuta Yachid, mais Rav Hanan nous dit, mais dans le domaine privé, divrei Akol Mutar. L'avis de tous, Bet Shammai et Bet Hillel, les deux, ils diront que c'est permis de transporter l'échelle d'un pigeonnier à un autre pigeonnier dans un domaine, tant qu'on est dans un domaine privé. Rashi Mutar, pourquoi c'est permis? Share ein adam roeu, parce qu'il n'y a personne qui le voit, il n'y a pas d'observateur, on est dans un domaine privé. La Gemara s'étonne sur ce que l'enseignement de Rav Hanan, comment Rav Hanan explique le désaccord en Bet Shammai et Bet Hillel, en disant qu'il y a une différence entre le domaine privé et le domaine public, pour dire que dans le domaine public, ça serait interdit, dans le domaine privé, ça serait permis d'après Bet Shammai. Donc en d'autres mots, qu'on fait une différence entre le domaine privé et le domaine public. On est bien clair, d'après l'enseignement que Rav Hanan, la manière qu'il a présenté, il dit que le désaccord, c'est uniquement sur le Reshut Arabim, en autre mot, que si tu vas demander à Bet Hillel si tu as le droit de prendre une échelle de pigeonnier, de l'amener à un autre pigeonnier, Bet Hillel te dira toujours oui, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé. Bet Shammai te dit dans le domaine public c'est interdit, mais dans le domaine privé c'est permis. C'est-à-dire que Bet Shammai fait une différence entre le domaine public et le domaine privé. Dans le domaine public, il y a des observateurs qui vont se tromper, ils vont dire tiens, tu vas enduire ton toit, donc c'est interdit. Par contre, dans le domaine privé, il n'y a pas d'observateur, c'est permis. Alors, la Gemara dit Ini, ah bon, vraiment? Pourtant, Rav Yehuda Amarav, Rav Yehuda il a dit le nom de Rav, que Kolma, comme Shasru Chacham et Maritain. Par tous les sages ont interdit un acte à cause de la crainte qu'il n'ait des apparences d'une transgression, à Filu Bechadre Chadarim Asur. Cet acte-là, cet même acte, il est interdit, même dans les chambres les plus intimes, c'est interdit. Rashi, Ve'amar Rav Yehuda Amarav, Ve'kasha de Rav Hanan, c'est une question de l'enseignement de Rav Hanan, des paroles de Rav. Rav dit qu'on ne fait pas de différence entre un endroit public et un endroit privé. Si c'est interdit dans le public, c'est interdit aussi dans le privé. Donc, si Bet Shammai interdit dans le public, c'est sûr qu'ils vont interdire aussi dans le privé, parce qu'il ne peut pas faire une différence entre le domaine public et le domaine privé. Si c'est interdit à cause des observateurs dans le domaine public, c'est interdit aussi même dans les endroits les plus intimes. Donc, comment Rav Hanan peut interpréter les paroles de Bet Shammai en nous disant que d'après Bet Shammai, il y a une différence entre le domaine public et le domaine privé. Maintenant, a priori, on pourrait demander, un instant, Rav Hanan, lui, c'est un Amora, un maître du Talmud. Rav, c'est aussi un maître du Talmud. Alors, Rav Hanan, il a le droit de contredire Rav. On n'a pas un Amora, un maître du Talmud, ne peut pas contredire un maître de la Mishnah, mais un maître du Talmud peut contredire un autre maître du Talmud. Rashi nous dit, Afagav de Rav Amorao, malgré le fait que Rav, c'est aussi un Amora comme Rav Hanan, maître du Talmud, malgré ça, Mak Shemine, on demande une question des paroles de Rav sur Rav Hanan. Pourquoi? Parce que Rav n'était pas n'importe qui. C'était le maître de tous les juifs en diaspora, Bedor dans sa génération, Chutz Mishmuel, à l'exception de Shmuel qui est aussi dans la même génération. Donc, c'est pas logique de dire que Rav Hanan va contredire les paroles de Rav. Alors, la Gemara répond que Rav Hanan, il peut contredire Rav. Pourquoi? Parce que Rav Hanan, il a sur qui s'appuyer un Tana qui est avant. C'est-à-dire, un Tana, un Amora peut contredire un autre Amora, évidemment, sur ça, on n'a aucun problème. Et même, un Amora, il peut même contredire un Tana, dans le sens qu'il ne contredit pas un Tana. Dans le cas où il y a un autre Tana qui contredit déjà l'autre Tana. C'est dans le même esprit, si bien que ce n'est pas la même chose. Ici, on donne une question sur Rav Hanan. On dit, regarde, Rav, important, comme ça, c'est pas logique que tu le contredis. Alors, Rav Hanan te dit, écoute, il y a déjà un désaccord entre des Tanaïm. Moi, je tiens comme un Tana, et Rav, il tient comme un autre Tana. C'est quoi ce désaccord-là entre Tanaïm? Rashi nous dit Tanaï. Rashi tout d'abord, Ika Tana de Kaekevate. Il y a un Tana qui tient comme lui, qui tient comme Rav Hanan. Des Tanya, on enseigne dans une braïta. Shotran Bachama. Il a le droit de les étendre au soleil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, il a le droit de les étendre au soleil? De quoi on parle? Rashi nous dit Shotran Bachama. Mi Shenashu Keilav Bader. Celui que ses ustensiles, ça veut dire ses vêtements, ils se sont trempés, il était en chemin. Ben Mekshamim, quand ils sont trempés, donc avec des eaux de pluie. Eh bien, Shotran Bachama, ce qu'on est en train de dire ici, il a le droit de les étendre au soleil pour qu'ils sèchent durant Shabbat, Venok Vimealem, et ils vont se sécher d'eux-mêmes. Aval, Lokenegedam, mais il ne peut pas le faire face au public. C'est dans une zone qui est exposée aux yeux des gens, il n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Rashi Shelo Yom, pour pas que les gens vont dire, Kipsan de Shabbat, pour pas que les gens vont dire, il a lavé ses vêtements pendant Shabbat, maintenant il les fait sécher. C'est-à-dire, il n'y a pas une interdiction de la Torah de faire sécher des vêtements pendant Shabbat. Mais les sages ont dit, si tu vas sécher les vêtements pendant Shabbat, les gens ils vont dire, tu l'as lavé aussi pendant Shabbat. Maintenant, d'après le Tanakama, d'après la première opinion qu'on est en train de voir dans cette braïta,
Il y a une différence si tu fais sécher tes vêtements en privé ou en public. Dans ton jardin, c'est privé. Là-bas, dans ta cour, tu peux le faire sécher au soleil. Par contre, tu ne peux pas le faire dans un endroit où il y a du public. Parce que les gens ils vont dire, tiens, il a nettoyé pendant le Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on voit de la Rachid nous conclut ça? Alba, on voit Midi de Bishumaritain, qu'une chose qui est interdite à cause des observateurs, la manière comment ils vont voir les choses, Moutar, même comme ça, nous, c'est permis dans un endroit qui est intime, dans un endroit qui est public, que les gens ne vont pas voir. Donc, on voit que Rav Hanan, il dit, tu as demandé une question sur Rav Hanan, comment il contredit Rav? Rav, il a dit que tout ce qui est interdit en public, c'est interdit aussi en privé. Rav Hanan va te dire, écoute, c'est vrai, il y a une opinion comme ça, on va la voir dans un instant. Mais il y a une opinion, comme vous venez de voir, le Tanakama, qui dit, comme moi, Rav Hanan, je dis qu'il y a une différence entre un endroit qui est public et un endroit qui est privé. Des choses qui sont interdites dans le public, qui seraient permis dans le privé. Et donc, ne me demandez pas comment ça se fait que je contredis Rav, parce que j'ai un Tana sur qui m'appuyer. Et c'est quoi la deuxième opinion de cette braïta? Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon aussi, eux, ils interdisent. Car en effet, eux, ils disent que tout ce qui est interdit en public, c'est interdit même en privé. Et Rav, en effet, il tient comme l'enseignement de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon que ce qui est interdit en public est interdit en privé. Donc, avant de continuer le Ika de Amre, donc si on récapitule, on a vu donc la Mishnah dans laquelle il y avait deux opinions en ce qui concerne si on a le droit de prendre un pigeonnier, de prendre d'un endroit, de le mettre à un autre endroit. D'après Beth Shammai, c'est interdit. D'après Beth Hillel, c'est interdit, c'est permis. On a vu Rav Hanan qui nous a dit, hey, le désaccord, il est uniquement dans le domaine public. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Que Beth Shammai, il interdit, Beth Hillel, il permet. Mais dans le domaine privé, d'après tout le monde, Beth Shammai et Beth Hillel, même Beth Shammai, ils vont permettre. La Gemara dit, ah bon, Rav Hanan, tu nous dis que d'après Beth Shammai, ça va être permis dans le domaine privé, mais ça contredit l'enseignement de Rav, que tout ce qui est interdit dans le domaine public, c'est interdit dans le domaine privé. C'est de manière plus précise ce que Rav il a dit, que tout ce que les choses que les sages ils ont interdit à cause de Maritain, à cause des observateurs, c'est interdit même dans les endroits les plus intimes. Donc, si Beth Shammai, ils interdisent de porter cette échelle-là dans le domaine public parce que les gens ils vont penser que la personne veut enduire son toit, de faire un travail pendant Yom Tov, ça devrait être interdit aussi dans le domaine privé. Comment toi tu dis que Beth Shammai sont en accord avec Beth Hillel dans le domaine privé, qu'on a le droit de porter cette échelle d'un pigeonnier à un autre? Alors, la Gemara a répondu, Rav Hanan te dit, écoute, il y a une marloquette ici entre des Tanaïm. Moi, je tiens comme le Tana qui dit qu'il y a oui une différence entre l'extérieur et l'intérieur. Il peut y avoir des choses qui sont interdites à l'extérieur et permises autorisées à l'intérieur, tandis que Rav, lui, tient donc la deuxième opinion qui est dans cette Mishnah, donc de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui disent que ce qui est interdit à l'extérieur est aussi interdit à l'intérieur. Maintenant, nous allons voir le Ika de Amre. Il y a ceux qui rapportent les paroles de Rav Hanan sous une autre version, sous une autre forme. Donc, on va revoir la braïta qu'on vient de voir aussi ici, mais tout va être formulé donc d'une autre manière. Amar Rav Hanan Barami. Rav Hanan Barami l'a dit. Machlok, avec le désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est Birshut Yachid. C'est dans le domaine privé qu'ils sont en désaccord. Bet Shammai. C'est en autre mot, dans le domaine public, qu'on va voir dans l'instant, dans le domaine public, même Bet Hillel, ils vont te dire que c'est interdit. La seule différence, c'est dans le domaine privé, est-ce que c'est permis ou pas? Que Beth Hillel, ils vont dire c'est permis dans le domaine privé de prendre une échelle, de le mettre d'un pigeonnier à un autre, et Beth Shammai, ils interdisent. Quel est le raisonnement qu'il y a derrière ça? De Beth Shammai, ito de Rav Yehuda Marav. Beth Shammai, eux, ils sont d'accord avec le principe qui est cité par Rav Yehuda au nom de Rav, selon lequel donc les actes qui ont l'apparence d'un méfait sont interdits même dans les lieux retirés. Ou Beth Hillel, de Rav Yehuda Marav. Beth Hillel ne tient pas des paroles de Rav Yehuda Marav. Ce qui est permis, ce qui est interdit dans le public, bien, ça peut être permis dans le privé. Aval birshut arabim, mais dans le domaine public, divra kolasso, il n'y a pas de désaccord. Même Beth Hillel, il va dire que c'est interdit de porter l'échelle d'un pigeonnier dans le domaine public. Ok, donc, si, encore une fois, je récapitule, pour avoir les idées claires et les noms aussi clairs, pour pas qu'on s'embrouille après dans la suite, bien que il me semble que c'est assez clair. Donc, dans la Mishnah, on a vu que Beth Shammai, il interdit de prendre l'échelle d'un pigeonnier à un autre. Beth Hillel, il permet de prendre un pigeonnier à un autre. Rav Hanan, il vient, il nous dit dans le Ika de Amre, Rav Hanan nous dit que, en ce qui concerne le domaine public, il n'y a pas de désaccord. Beth Shammai et Beth Hillel, ils vont te dire, c'est interdit de prendre l'échelle du pigeonnier. Le désaccord entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est dans le domaine privé. Beth Hillel va dire, tu as le droit dans le domaine privé, mais pas dans le domaine public. Et Beth Shammai va dire, même dans le domaine privé, tu n'as pas le droit, de la même manière que tu n'as pas le droit dans le domaine public. Quel est le raisonnement qu'il y a derrière? Rav Hanan nous dit, Beth Shammai, lui, il tient de l'enseignement de Rav. Donc, si c'est interdit à cause des observateurs dans le domaine public, ça sera interdit aussi dans le domaine privé. Par contre, Beth Hillel, elle ne tient pas
de cet enseignement de Rav, et donc il dit c'est interdit dans le domaine public à cause des observateurs, mais cela ne m'empêche pas de dire que dans le domaine privé, ça sera permis. Alors la Gemara demande une question. À Rav Hanan, elle dit un instant, d'après ton explication, Leima, donc est-ce que ça veut dire que Rav d'Amar que Bet Shammai? Est-ce que ça veut dire que Rav, il suit l'opinion de Bet Shammai, il délaisse l'opinion de Bet Hillel? C'est improbable, c'est inimaginable. Bet Hillel, la loi elle est toujours comme eux. D'après ce que tu es en train de dire ici, c'est Rav, il dit donc, quelque chose qui est dans le domaine public, on n'a pas le droit de le faire dans le domaine privé. En d'autres mots, Rav, il dit, donc la halakha, elle est comme Bet Shammai. Il est en train de dire que si tu n'as pas le droit de porter une échelle de pigeonnier d'un pigeonnier à un autre pigeonnier dans le domaine public, eh bien, tu n'as pas le droit aussi de le porter à l'intérieur dans le domaine privé, ce qui correspond à l'enseignement de Bet Shammai et non pas à l'enseignement de Bet Hillel, ce qui serait très étonnant de dire que Rav ne suit pas l'opinion de Bet Hillel. La loi elle est toujours tranchée comme Bet Hillel. Et comme Rashi nous explique la question de manière plus profonde. Voyons Rashi. Lema Rav d'Amar que Bet Shammai. Disons que Rav, c'est en forme de question, comment ça? Lema Rav d'Amar que Bet Shammai. Rav Hanan. Si tu veux me dire que Rav il tient comme Bet Shammai. Rav Hanan quand même, comment tu peux dire ça? Et Rashi nous dit Rav Hanan kaparir. La question elle est sur Rav Hanan, elle n'est pas sur Rav. La question est Rav Hanan. De où que la Bet Hillel birshut Arabim aser, birshut Yachid Shaou. Rav Hanan, il a expliqué la Mishnah que Bet Hillel fait une différence entre le domaine public et le domaine privé. Dans le domaine public, Bet Hillel, il interdit de porter l'échelle d'un pigeonnier à un autre. Par contre, dans le domaine privé, c'est oui permis. Imken, c'est comme ça. Les Rav Hanan, d'après la manière que Rav Hanan interprète l'opinion de Bet Shammai et Bet Hillel dans la Mishnah, d'après Rav Hanan, alors Rav de Amar, Rav qui dit que comme Makam Sheas, dans chaque endroit que les sages ils ont interdit quelque chose à cause des observateurs, même dans des endroits retirés, c'est aussi interdit. Alors, des Amar que Bet Shammai Bitvias, ça devrait ressortir que Rav il dit, comme l'opinion de Bet Shammai, c'est la manière que Rav Hanan il a interprété la Mishnah, on devrait dire que Rav il tient comme Bet Shammai. Bitvias, ça c'est avec étonnement. Parce que comment c'est possible de dire qu'il va dire comme Bet Shammai, que vu que c'est interdit de prendre l'échelle d'un pigeonnier à un autre dans le domaine public, c'est pour ça aussi que c'est interdit de la prendre dans un domaine privé comme l'opinion de Bet Shammai et pas comme Bet Hillel. Havadai, c'est sûr que Rav Loshavik Bet Hillel, il va pas laisser l'opinion de Bet Hillel, avid que Bet Shammai, faire comme l'opinion de Bet Shammai. Ve'al kocha, t'es obligé de dire que le Bet Hillel pour Bet Hillel, afil ou birshut Arabim mutar, même dans le domaine public c'est permis. Pourquoi? Parce que son shovar, parce que son échelle de pigeonnier, elle montre qu'en effet, il est en train de partir d'un endroit à un autre pour le pigeonnier, même si c'est dans le domaine public. Donc, la question, elle est encore plus. Rachid dit pas juste, ah, Rav Hanan, question sur toi. D'après ce que tu es en train de dire, Rav, il est en train de dire comme Bet Shammai, ce qui n'est pas logique. Alors, il est en train de Rachid, il va plus loin. Il dit, vu que c'est pas logique, alors c'est pour ça qu'on est obligé de dire que d'après Bet Hillel, il n'y a pas de différence entre le domaine public et le domaine privé. Donc non pas comme toi tu expliques Rav Hanan, que d'après Bet Hillel, il y a une différence entre domaine public et domaine privé, que dans le domaine public c'est interdit, dans le domaine privé ça sera permis. Mais on est obligé de dire que dans le domaine public comme dans le domaine privé, c'est permis de prendre l'échelle de pigeonnier d'un endroit à l'autre. Pourquoi on est obligé de dire ça? Debir Shutarabim Assour. Parce que si tu dis que dans le domaine public c'est interdit, comme toi, Rav Hanan, tu as dit que d'après Bet Hillel c'est interdit dans le domaine public prendre cette échelle, Bir Shutayachid Shar et dans le domaine privé c'est permis. Loavama Rav, l'Ashmat, Rav, il n'aurait pas dit cet enseignement-là, que ce qui est interdit dans le domaine public c'est aussi interdit dans le domaine privé. Les sages, ils ont fait quelque chose à cause des observateurs, même dans les endroits les plus retirés c'est interdit. Rav n'aurait pas dit une telle chose, parce qu'il aurait vu que Bet Hillel, il dit qu'il y a une différence entre le domaine public et le domaine privé. Alors Rav n'aurait pas dit quelque chose qui est interdit dans le domaine public, c'est aussi interdit dans le domaine privé, parce que Bet Hillel ne dit pas comme ça. Bet Hillel dit que le Reshut Arabim c'est interdit dans le domaine public, et après dans le domaine privé c'est permis. On est obligé de dire que d'après Bet Hillel, dans le domaine public et dans le domaine privé, c'est permis. Et c'est pour ça que Rav il a dit que quand quelque chose est interdit dans le domaine public, c'est aussi interdit dans le domaine privé. C'est comme ça ne contredit pas les paroles de Rav. Donc en deux mots ici, on a une question sur Rav Hanan. On dit Rav Hanan, d'après toi, d'après ton interprétation, dans les paroles de Bet Shammai, Bet Hillel, dans la Mishnah, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Rav n'aurait jamais dit un enseignement comme ça. On est obligé d'enseigner, d'expliquer la Mishnah d'une différente manière, pas comme toi, Rav Hanan, est en train d'expliquer. Alors, Rav Hanan se défend. La Gemara dit, Tanaï, Rav Hanan va te dire, un instant, c'est pas moi, il y a une marloquette de Tanaïm. Et je suis d'accord, Rav, il aura une autre interprétation dans la Mishnah. Mais moi, Rav Hanan, moi j'ai une autre interprétation dans la Mishnah, parce que je tiens d'un autre Tana. Sur le texte Tanaï, la position de Bet Hillel est l'objet d'une controverse entre Tanaïm. Tanya, quand c'est dans une braïta, Shotran Bacham, c'est la braïta qu'on vient de voir.
que si les vêtements de quelqu'un sont trempés donc avec les eaux de pluie, il a le droit de les étendre au soleil pour qu'ils sèchent durant Shabbat. Avalo kenegedam, mais pas face au public. Pas dans un endroit donc qui est exposé aux yeux des gens, car les observateurs ils vont pouvoir soupçonner la personne qui a lavé les vêtements dans Shabbat. Et après on a Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, aussi Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, qui disent que c'est interdit. Rashi, Tanaï, Kloma, c'est-à-dire, Amar lecha Rav Chanan. Rav Chanan va te dire, Vadaï, c'est sûr que Rav savoir de Beth Hillel. C'est sûr que Rav il pense comme Beth Hillel. Mais qu'est-ce que pense Beth Hillel? Sur ça, on n'est pas d'accord. Sur ça, moi, j'ai un désaccord entre Rav et Rav Chanan. Qu'est-ce que pense Beth Hillel? Lui, Rav, il pense qu'Afil Birshot Rabbi Shaul, bien sûr. Rav, il va dire, comment il va interpréter la Mishnah qu'on vient de voir? Rav, il va te dire, Beth Hillel, ils font pas de différence entre le domaine privé et le domaine public. Le domaine public, c'est permis de prendre l'échelle de pigeonnier, de la mettre d'un pigeonnier à un autre. Et dans le domaine public et dans le domaine privé aussi, c'est permis de prendre le pigeonnier, l'échelle de pigeonnier, de l'amener à un endroit à l'autre. Il n'y a pas de doute sur ça. Parce que Rav, il tient comme Beth Hillel. Beth Hillel, donc il ne peut pas faire de différence entre domaine public et domaine privé. Donc ça, c'est l'opinion de Rav. Ou Paligalai, mais Rav, il est en désaccord avec moi, Rav Hanan. Ve'ana, mais moi, Rav Hanan, d'Amre Tana. Moi, je dis, comme l'autre Tana, d'Ama Shotram Bechama, qui dit qu'il peut prendre les vêtements qui sont mouillés, les faire sécher au soleil dans un endroit qui est privé. Et ce Tana-là, de l'être de Rav, il ne tient pas comme Rav. Vers où Tana, ce Tana-là? Mouke Beth Hillel Kevate. Ce Tana aussi, il va dire qu'il va comme l'opinion de Beth Hillel, parce que le Tana, ils vont pas, même les Tanaïm, ils ne vont pas contredire l'enseignement de Beth Hillel, que la halakha est comme eux. De l'oitir bioshota yachid. Il va aller comme Beth Hillel dire qu'ils n'ont pas permis dans le domaine privé. Vers Rabbi Elazar, vers Rabbi Shimon. Et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, de Sir ale Rav, qu'eux, ils pensent comme Rav. Mouk Meshariuta de Beth Hillel. Eux, ils disent que la permission de Beth Hillel, de Matin de Mishnah, va filer le bioshota rabim, même dans le domaine public. Des cas sabrés, parce qu'ils pensent, Shovach Homochiach Alav, en effet, son échelle de pigeonnier, elle prouve qu'il va maintenant aller vers un pigeonnier. Au Bet Shammai, il let le Shovach Homochiach Alav, donc ils ne tiennent pas que son Shovach, il prouve que son échelle pigeonnière fait une différence. Même dans les endroits les plus intimes, même dans les endroits qui sont retirés. Donc, en autre mot, Rav Chanan, il dit, vous m'avez attaqué parce que Rav, il pense quelque chose. Écoutez, Rav, il tient d'un Tana, moi, je pense d'un autre Tana. Mais nous tous, on tient comme l'opinion de Beth Hillel. Parce que les Tanaïm eux-mêmes, les deux Tanaïm qui sont dans la Mishnah, eux-mêmes, ils pensent comme Beth Hillel. Donc si on revoit les deux Tanaïm qu'il y a dans la Mishnah, il y en a un qui dit, tu as le droit de faire sécher au soleil quand dans un endroit qui est retiré, en privé, mais pas en public. Il tient aussi de Beth Hillel. Alors comment lui, ce Tana qui tient de Beth Hillel, va expliquer la Mishnah? Rav Chanan dit, moi j'interprète comme lui. Je dis que Beth Hillel font une différence entre le domaine public et le domaine privé. Beth Hillel disent, dans le domaine public, c'est permis, et dans le domaine public, c'est interdit, et dans le domaine privé, ça sera permis. Ils font oui une différence entre un domaine public et un domaine privé, et ils tiennent d'après Beth Hillel. Ils vont interpréter la Mishnah de Beth Hillel, d'après Beth Hillel, mais comme nous l'avons dit, qu'il y a une différence entre le Reshut Rabim et le Reshut Yachid, comme Rav Chanan nous l'a dit. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième opinion dans la Braïta, donc l'opinion de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, que eux ils interdisent. Alors Rav, lui, il tient, comme Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, que c'est interdit, donc tout ce qui est interdit dans un domaine public, c'est interdit aussi dans le domaine privé. Et c'est la raison pour laquelle que Rav, comment il va interpréter la Mishnah? Lui, il va dire, on ne peut pas faire de différence pour Beth Hillel entre le domaine public et le domaine privé. On est obligé de dire que dans le domaine public, c'est permis, et dans le domaine privé aussi, c'est aussi permis. Après, Rashi conclut que Yesh Mefarshim, il y en a qui expliquent ici ce que la Gemara veut dire de l'Erav Kaparir, que la question elle est sur Rav. Après que Rav Hanani dit que Beth Hillel il permet dans le domaine privé et pas dans le domaine public, parce que dans le domaine privé ils n'ont pas interdit. Alors il demande une question sur Rav, il dit hey, comment Rav il peut dire qu'il y a une différence entre le domaine public et le domaine privé? Voilà, Rav Hanani dit que d'après Rav, il a dit il n'y a pas de différence. Si c'est interdit dans le domaine public, c'est aussi interdit dans le domaine privé. Pourtant, Beth Hillel, il faut une différence, que dans le domaine public, c'est permis, dans le domaine privé, c'est interdit. Et Amar Lecharav, Rav, il te dit, Tanaï, c'est une machloket. C'est-à-dire que, d'après ce que eux ils veulent expliquer, c'est que, en effet, Beth Hillel, eux, ils disent pas que ce qui est interdit dans le domaine public, c'est interdit dans le domaine privé. Mais Rav, il te dit, tu sais, regarde, il y a Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, moi, je pense comme eux. Rashi dit, non, Velav Miltaï, ça marche pas de dire une telle chose. Parce que de Maïri Boutaï ou de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ma comme Beth Hillel. Qu'est-ce qu'on a à faire de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon s'il y a Beth Hillel?
Et Rav, il ne va pas dire, ah, Beth Hillel, il pense différemment, mais moi, je me couvre sous Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Mais non, parce qu'à Beth Shammai n'a mis tout va à vous, parce qu'il aurait pu dire, alors, s'il y a des Beth Shammai, est-ce que, parce qu'il y a Beth Shammai, la halakha, elle va être comme Beth Shammai? Non, la halakha kemota, la halakha va pas être comme Beth Shammai, de la même manière aussi. Et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, les Tanaïm aussi eux-mêmes, ils suivent Beth Hillel. Donc on ne peut pas dire que quand on attaque grave, Rav il dit, ah, je me couvre sous Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et je ne suis pas d'accord avec l'opinion de Beth Hillel. Non, même Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, eux aussi, ils sont d'accord avec Beth Hillel. Comme la même manière que quand il y a plein de Beth Shammai, et bien même s'il y a des Beth Shammai, la halakha ne va pas être comme Beth Shammai, elle va être comme Beth Hillel. De la même manière aussi, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, la halakha, elle sera comme Beth, la halakha sera comme Beth Hillel. Conclure avec une halakha. Quelqu'un qui a pétri la pâte pendant Yom Tov, il y a donc la quantité de prélever la challah, que ce soit la challah d'Eretz Israël, que ce soit la challah en dehors d'Eretz Israël, il a le droit de prélever la challah pendant Yom Tov. Et s'il a dit à Rezo Challah qu'on est encore dans sa main, tant qu'il n'a pas posé, il a le droit de la mettre là où il veut, mais après elle va devenir mouktsé, vu qu'on ne peut rien faire avec ce morceau de challah. Conclure avec un mot de chassidut, dont nous avons parlé donc de la challah. À propos de la challah, il est dit que tout celui qui accomplit la mitzvah de Challah, c'est comme si il a annulé la avodah zara, l'idolâtrie. Tout celui qui annule la mitzvah de Challah, c'est comme s'il avait fait l'idolâtrie. Et le rabbi explique dans le sens profond qu'est-ce que cela veut dire. La mitzvah d'Afrash le prélever la Challah, elle est là pour amener l'homme à la conscience que le pain qui représente tous les besoins de l'être humain, c'est pas le fruit de son travail dans les règles de la nature, mais ça vient d'Akadosh Baruch qui c'est Dieu qui donne la force pour réussir. Et c'est la raison pour laquelle que cette mitzvah-là, c'est exactement le contraire de l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, c'est pas dans le sens littéral seulement quelqu'un il va aller se prosterner à une idole, c'est quand quelqu'un il donne de l'importance à des forces de la nature, à des forces personnelles qui gouvernent quoi que ce soit. Et c'est ça l'idée de bitel avodazara, ou qui aime avodazara, la situation naturelle du monde. Naturellement comme ça, elle exprime l'avodazara. Le monde il se comporte dans les règles de la nature. Et lorsque l'homme il fait la mitzvah de Challah, il montre par cela sa connaissance, sa conscience que tout ce qu'il a, c'est uniquement le fruit, c'est pas son fruit à lui, c'est le fruit d'Akadosh Baruch, tout vient d'Akadosh Baruch, par cela il annule l'idolâtrie qu'il y a dans le monde. Si Chaz Shalom ne fait pas la mitzvah de Challah, c'est-à-dire il ne réalise pas que chaque chose vient d'Akadosh Baruch, par cela il est Mekaïm, il accomplit une avodazara, une idolâtrie qui existe déjà, qui est dans le monde. Évidemment, quand Mashiach va venir, il va enlever tous les avodazara du monde, et la venue de Mashiach, nous amènera cette grande lumière, Bekarov Mamash, une excellente journée.